Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou devrais-je dire podcast audio, puisque c'est plus des podcasts audio réellement que des vidéos, concernant un sujet dont j'ai déjà parlé, que j'ai déjà évoqué précédemment dans une Gazette Libre il n'y a pas très longtemps, l'épisode 3, qui est sorti jeudi soir. Et je me suis dit que ce serait intéressant, au lieu de furtivement en parler pendant 10 minutes, un quart d'heure dans une gazette, d'en faire un sujet audio beaucoup plus complet, avec une vision qui est la mienne, extrêmement lucide, dont certains m'ont remercié d'ailleurs sur d'autres sujets de vidéo de cette même lucidité, et je vous remercie évidemment à mon tour de vos retours. C'est toujours très sympathique évidemment d'avoir des retours comme cela sur le travail produit. Et donc oui, j'ai donc décidé, et je me suis dit, tiens, je vais en faire une vidéo, ou du moins un audio, un podcast audio beaucoup plus complet sur le sujet, parce que ça mérite évidemment d'être complet et surtout rigoureux, comme j'essaye de l'être depuis maintenant plusieurs mois, et surtout depuis plusieurs semaines, où cette chaîne a pris un autre élan beaucoup plus poussé que ce que j'avais prévu de faire, et c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, ce sujet, c'est le masculinisme. On en parle partout, dans les journaux, sur les plateaux télé, dans les débats, sur les réseaux sociaux, on en parle autour de tout ce qui a trait à la musculation. On en parle aussi dans les sphères où pas mal de jeunes, surtout des jeunes hommes, en ont un peu ras-le-bol de tout cet esprit féminisme exacerbé à outrance partout. Et finalement, ces personnes se retrouvent ostracisées du fait de leur volonté de s'intéresser à l'idée de virilité, de discipline, de force, même ne serait-ce que de couple traditionnel. Aujourd'hui, dire vouloir vivre comme un couple traditionnel, c'est mal vu, on peut être jugé, tout ce que vous voulez, c'est extrêmement mal vu. Et donc, ceux qui avaient d'ores et déjà pris pour habitude de ne jamais discuter avec les gens et seulement les cataloguer dans des catégories qui leur permettent et leur permettaient et leur permettraient tout simplement d'éviter le débat par conscience même de manque d'arguments. Donc tous ceux qui ont pris pour habitude d'utiliser le terme facho, d'utiliser le terme extrême droite, d'utiliser tous ces termes un peu fourre-tout pour éviter la discussion, désormais un nouveau mot qui est masculinisme, parce que le masculinisme, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait déjà pas mal d'années que j'en entends parler. Et j'ai pas l'impression finalement que cette sphère masculiniste grandisse. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des grands adeptes du masculinisme, il n'y a pas tant que ça. Farouchement masculiniste, et là je parle des vrais, c'est-à-dire les Américains type les incels qui vont rentrer dans une école ou j'en sais rien, dans une bibliothèque avec une arme à feu pour zigouiller uniquement des nanas, car nanas, et voilà, ce sont ce que j'appelle pour le coup des vrais malades, et j'ai pas l'impression que ça grandit vraiment. Là, cette communauté-là ne grandit pas. En revanche, ce que je trouve qui grandit, c'est toute l'idée qui s'en fait autour. Ça, par contre, ça grandit massivement. On en entend beaucoup plus parler. Non pas des dits masculinistes, mais plutôt des gens qui s'en inquiètent. Alors qu'il n'y a rien d'inquiétant en réalité. Quand on le regarde de manière lucide, il n'y a absolument rien d'inquiétant. Donc on en parle beaucoup. Et donc, comme toujours, dans cette société, dans cette époque, on commence par moraliser avant d'analyser. C'est-à-dire que on dit attention, danger, on nous parle de radicalisation, de la haine, encore une fois, du retour du patriarcat, ou retour des heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Voilà, et puis on nous dit que les garçons vont mal parce qu'ils sont contaminés par des discours toxiques, et blablabla. Ma première question, c'est pourquoi ces discours trouvent-ils un public ?
Parce que avant de cracher sur ces gens qui se rangent derrière une idée, une forme de communauté et qui se posent des questions sur leur identité, sur tout ça, avant de les stigmatiser, est-ce que vous pouvez pas essayer de comprendre leur démarche? S'ils adhèrent à cette idée, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent dans lequel ils ne se retrouvent plus, non? Un discours ne prend jamais dans le vide, hein. Une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, excessive, caricaturale, elle tombe pas comme par magie. C'est-à-dire qu'elle s'installe parce qu'elle répond en général à quelque chose. Elle remplit un manque en fait. Elle vient mettre des mots qui peuvent être parfois violents, absurdes, etc., sur une blessure que les discours officiels refusent de nommer. Et donc c'est là qu'il faut être lucide. Ce masculinisme n'est absolument pas un accident de parcours, il n'est pas apparu par hasard, c'est pas une anomalie, et c'est pas juste deux, trois influenceurs un peu énervés qui auraient décidé de transformer tous les hommes en machines de guerre affectives. Le masculinisme, en réalité, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme d'une société qui, depuis plusieurs décennies, a donné du temps dans la déconstruction de tout ce qui se référait au masculin. Ça a passé par ostraciser et ridiculiser le rôle du père. C'est passé par le fait de psychologiser la virilité. C'est le résultat également d'une transformation de la séduction en champ de mine, de la transformation du couple en contrat précaire, de la famille en une structure suspecte, et finalement l'homme quelque part en coupable direct dès la naissance. Et certaines personnes aujourd'hui s'étonnent que certains hommes cherchent ailleurs une parole masculine, mais pour moi il n'y a aucune surprise. Dès lors que l'on met ses lunettes de la lucidité, c'est cette loupe lucide, c'est évidemment prévisible, puisque depuis 50 ans, on a assisté à quelque chose d'assez étrange, puisque au travers du discours de Simone de Beauvoir, puisque le féminisme actuel, que j'appelle le féminisme fou, est un enfant du féminisme de Simone de Beauvoir. Il y avait déjà deux féminismes qui se tiraient un peu la bourre à l'époque. Le féminisme de Marguerite Yourcenar, qui était un féminisme féminisant, qui respectait la féminité, tout en respectant la masculinité. Et le féminisme de Beauvoir, qui en fait, de Beauvoir est une femme qui a toujours renié sa propre féminité, qui n'a jamais voulu être mère, et qui... oui, c'était ça. Je crois même que le mot « vomir » est dans son livre « Le deuxième sexe ». C'est pour vous dire à quel point il y avait un rejet complet de sa féminité au travers de ce féminisme masculinisant. C'était aussi pour dire, mesdames, si vous voulez avoir les mêmes rapports égaux aux hommes, il faut devenir des hommes. Et donc ça passe par toute cette forme de singerie de tout ce qui se réfère au masculin. Et donc voilà, on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire que le fait d'expliquer aux femmes qu'elles devaient se libérer en devenant des hommes, au sens symbolique, existentiel, social, etc. Mais pas que d'ailleurs, hein, parce que au sens biologique, on y est déjà. Puisque l'enfant même de ce féminisme de Beauvoir, c'est le féminisme fou aujourd'hui, une forme de transhumanisme, changement de sexe et compagnie. Donc on est au-delà de soyez des hommes comme les autres, mais c'est devenez même biologiquement des hommes comme les autres. Donc là pour l'heure c'était uniquement non pas sur le biologique que je voulais me lancer, mais sur le rapport existentiel de cette volonté de devenir des hommes pour être libre. Et donc on leur a dit justement que cette liberté, la vraie liberté, c'était la carrière, c'était l'autonomie, c'était la performance, c'était l'indépendance affective, c'était la compétition professionnelle, la sexualité détachée, qui a commencé à partir des années 70, le refus du foyer, je remarque également, cette volonté de ne pas vouloir être mère,
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, évidemment, il y a quelques soucis démographiques, et c'est pour cette raison que il y a, pour faire continuer à fonctionner le pays, cette idée d'immigration de masse pour au final, quelque part créer, boucher les trous, quoi, de personnes qui ne sont pas nées et qui voilà, ne sont pas là pour remplir les cases. Donc l'immigration de masse pour remplir les cases qui ne peuvent plus être remplies du fait du manque de naissance. Donc on a cette, comme je vous l'ai dit, ce refus du foyer, de la méfiance envers la maternité, d'une forme de distance envers le couple. C'est quelque chose d'assez étrange aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens seuls, malgré finalement une société sexualisée à mort, au travers notamment de la pornographie, comment dirais-je, des publicités. En réalité, je suis pas sûr que les années 60-70, même à l'époque du bikini, tout ça, on voyait autant de nudité un petit peu partout. Même ne serait-ce que dans la façon dont les gens s'habillent. Vous regardez ne serait-ce qu'une femme dans les années 60 et une femme aujourd'hui, globalement dans la rue, on n'est pas du tout sur le même schéma vestimentaire. On est plutôt même sur l'idée même de ce que l'on appelle le lumpen prolétariat, quoi. Mais c'est pareil pour les hommes. Moi, je sais que j'ai l'habitude de m'habiller de manière assez traditionnelle, c'est-à-dire en costume tous les jours. Et je suis peut-être, oui, l'un des seuls à m'habiller vraiment, véritablement comme ça tous les jours. Hors cadre du travail. Pour aller chercher le pain, je suis en costume. Donc même ceux qui ont l'habitude de porter le costume de manière professionnelle ne le mettent pas forcément tous les jours. Moi, c'est une habitude que j'ai prise de m'habiller comme ça. Donc même au niveau des hommes, les tenues vestimentaires ont changé, évidemment. Et donc, cette femme dite libre dans l'imaginaire moderne, c'est plus seulement une femme qui choisit, c'est une femme qui apparemment n'a besoin de personne, ne doit rien à personne, elle travaille, elle consomme, elle produit, elle décide seule, elle vit seule s'il le faut, elle élève seule s'il le faut, elle couche sans attachement s'il le faut. Et toute forme d'enracinement est vue comme une prison. Et donc on a vendu tout cet archétype comme une émancipation. Mais deuxième question que je me pose, c'est émancipation vers quoi ? Vers la liberté intérieure, vers une féminité plus haute, vers une complémentarité plus équilibrée avec l'homme, vers une famille plus solide, une société plus apaisée. Bon, pas vraiment. Très souvent, cette prétendue libération a surtout consisté à intégrer les femmes dans un système dans lequel elles n'appartenaient pas avant, dans un système froid, productiviste, concurrentiel et fiscalisé, dans lequel il n'y avait que des hommes finalement. Donc on n'a pas du tout libéré la femme du monde masculin moderne, on lui a demandé d'y entrer. Et le féminisme dominant n'a d'ailleurs pas toujours libéré la femme en tant que femme, il l'a souvent invitée, comme je l'ai dit, à devenir un homme socialement performant. Et dans le même temps, on a demandé aux hommes de devenir moins hommes. C'est à partir de là que le déséquilibre commence. On parle de qu'est-ce que c'est leur mot ? Déconstruit, un homme déconstruit, c'est le mot que je cherchais. Donc on est pour masculiniser les femmes et féminiser les hommes. Et donc c'est un déséquilibre que l'on voit encore aujourd'hui, puisque les femmes, on leur dit soyez fortes, ambitieuses, indépendantes, dures, libres, détachées. Et en même temps aux hommes on leur dit soyez doux, prudents, vulnérables, moins directs, moins autoritaires, moins conquérants, déconstruits, passez par la communication, il faut parler, voilà. Donc on a masculinisé les femmes et féminisé les hommes. Et puis on a regardé le chaos affectif, familial et psychologique qui en résultait, en faisant semblant évidemment d'être surpris. Sauf que quand on regarde ça de manière extrêmement lucide, on ne peut pas trouver de surprise à ça. C'était la suite logique, et s'insurger aujourd'hui des montées de cette idée de masculinisme ne me choque absolument pas, dans le sens où c'était très visible. Et je vais faire une chose que je déteste faire finalement, c'est
me justifier. Je trouve ça absolument incroyable que dans cette époque aussi, on doit toujours se justifier avant d'utiliser un propos. Ça rejoint un peu ce que disait Viande Tiède dans une de ses dernières vidéos, et qui lui-même rejoignait la mienne précédente. C'était toujours de vouloir se justifier quelque part, de dire quelque chose et de préparer le terrain pour ne pas choquer l'auditoire. Je trouve ça absolument insupportable, et donc comme j'ai pas envie non plus de passer des heures et des heures à discuter avec des bas du front dans la rubrique commentaires, je vais m'y plier à cette injonction, et donc dire que mon problème n'est évidemment pas que les femmes travaillent, qu'elles étudient, qu'elles choisissent leur vie, et ça m'attriste également de devoir, outre me justifier, appuyer là-dessus comme si ma pensée aurait pu être autre. Mais évidemment, comme nous sommes dans un monde en plus qui déteste la non-binarité, c'est-à-dire il faut toujours être binaire. Quand j'ai fait ma vidéo concernant la corruption en Ukraine, on m'a traité de pro-russe parce que je disais la vérité, finalement, qu'il y avait une corruption assez accrue en Ukraine, et du fait que je n'ai pas dit avant, oui, mais attention, je vais critiquer l'Ukraine, mais les Russes sont aussi des méchants, attention, et nana. En fait, comme j'avais pas fait le Poutine méchant toutes les 2 minutes, je me suis pris une tirée à boulet rouge. Donc voilà, là c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, quand je fais une vidéo au sujet du masculinisme, je sais pertinemment que je vais me prendre des déciles inférieurs de la stratification sociale dans les commentaires. Donc du coup, voilà, je me justifie. Même, je pense que ça servira à rien, parce que en général, ils n'ont rien à dire sur le fond. C'est juste pour être dans la rubrique commentaires. Enfin bon, bref. Donc voilà, évidemment, le sujet n'est pas de dire que ça sert à rien qu'elles travaillent, ça sert à rien qu'elles étudient, machin. Évidemment, ce serait absurde de poser le débat de cette manière. Voilà, justification faite. Le problème, en réalité, c'est que notre époque a effacé les polarités. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire comme si l'homme et la femme étaient 2 individus abstraits, interchangeables. Je crois que c'est le mot qui est revenu le plus longtemps, et le plus souvent, interchangeables. Sans profondeur symbolique, sans héritage, sans rôle, sans mémoire, sans différence intérieure. Alors qu'en réalité, quand on réfléchit bien, une société qui abolit les différences, elle ne produit pas du tout une harmonie, elle produit de la confusion. Parce que finalement, les différences en réalité elles disparaissent pas, elles reviennent d'une autre manière, autrement. Elles reviennent par le malaise, par la colère, le ressentiment. Pour certains, ça peut être la solitude, la névrose, les communautés en ligne, les discours de revanche. Et c'est exactement ce qui se passe avec le masculinisme, puisque pendant des années, on a expliqué aux garçons que leur énergie masculine était suspecte. S'il bouge trop, ça devient un problème. S'il veut se battre, c'est un problème. S'il aime la compétition, ça devient un problème. S'il veut être fort, c'est un problème. S'il parle de virilité, c'est un problème. S'il veut séduire, pareil, c'est un problème. S'il veut diriger, c'est un problème. S'il veut protéger, c'est un problème. Et donc, à aucun moment on lui dit que l'énergie est bonne, mais elle doit être entourée d'une éducation. On lui dit plutôt, cette énergie est dangereuse, elle doit être neutralisée. Et c'est une erreur gigantesque. Parce qu'une virilité qui n'est pas éduquée, ça ne devient pas de la douceur. Ça devient de la frustration, du ressentiment, du cynisme, de la brutalité numérique, de la revanche. Et quand on est une société qui refuse d'éduquer le masculin, elle ne le supprime pas, elle le laisse pourrir. Et je trouve qu'on arrive à le bon moment finalement pour parler du père et du rôle du père. Parce que le grand absent dans toute cette histoire depuis 50 ans, c'est lui. On parle encore aujourd'hui du patriarcat comme si le père était partout, comme s'il écrasait toute la société, comme si on vivait sous une autorité masculine permanente. Mais, regardons la réalité très sérieusement.
Où est le père aujourd'hui? Dans beaucoup de foyers, il est absent, physiquement, je veux dire. Dans la culture populaire, dans les films, il est absolument ridiculisé. Dans l'éducation, il est neutralisé. Dans la famille, il est soupçonné. Il est d'ailleurs complètement défait dans le droit familial. Et il est remplacé tout au long de la vie de l'enfant par d'autres gens. Il est remplacé d'abord par l'école. En cas de divorce, etc., il est remplacé par le juge, il est remplacé par le psychologue, il est remplacé par l'assistante sociale, il est remplacé par l'administration, par les plateformes, les écrans. Et même quand il est là, physiquement, il est souvent symboliquement absent. Parce que même lui, il n'ose plus incarner la limite. Il n'ose pas dire non. Il n'ose plus transmettre une verticalité. Il a peur d'être trop dur, il a peur d'être vieux jeu. Il a peur d'être autoritaire. Il a peur d'être accusé de reproduire des schémas. Et il a peur d'être et de devenir ce père que l'époque lui demande de ne plus être. Alors il devient gentil. Mais encore une fois, gentil. Quand on dit d'un homme qu'il est gentil, en général, c'est pas du tout un compliment. Il y a le gentil garçon et le garçon gentil. C'est pas la même chose. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est important, je pense. Sur les biais psychologiques et les mots employés. On n'y pense pas, mais c'est en réalité, quand on dit d'un homme qu'il est gentil, il y a quelque part pour lui une idée de castration. Quand une fille dit à un gars « Ah, je t'aime bien, t'es gentil », en général, c'est... Ouais, on est plus dans l'idée de il ne se passera absolument rien entre nous. Et en plus, il y a ouais, pour un homme, être dit gentil, oui, effectivement, il y a quelque part cette idée de castration, je trouve pas le mot, d'impuissance. C'est le mot que je cherchais. Gentil, mais avec cette idée d'impuissance. Et un enfant, il n'a pas seulement besoin uniquement que d'affection. En général, c'est plutôt la féminité et tout ce qui enrobe les émotions qui lui donne de l'affection. Le père, en général, son rôle, c'est d'y mettre des limites. Parce que la structure familiale est faite comme ça depuis des milliers d'années, dans cette idée de structure, chacun a son rôle. L'enfant lui-même a son propre rôle dans la famille, chacun a le sien. Et c'est le père qui, globalement, de par sa masculinité, etc., pose des limites, pose les colonnes, pose le mur, et l'enfant a besoin que quelqu'un lui dise que bah non, c'est pas possible parce que c'est comme ça et pas autrement, tiens-toi droit, fais un effort, recommence, travaille. Et j'ai l'impression aujourd'hui que toute cette idée de structuration est vue comme une forme de violence. Alors qu'en réalité, ça n'en est absolument pas, c'est de la transmission. Et quand la transmission disparaît, et ben finalement le garçon, il va grandir, il va chercher ce manque, c'est toutes ces choses qu'il n'a pas eues de la part de ce père absent, tant physiquement que moralement, psychiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Il va le chercher ailleurs, justement, ce qu'il n'a pas reçu. Donc il va le chercher chez des influenceurs, dans la musculation, dans, comment ça s'appelle aujourd'hui, ces nouveaux bouquins, là, développement personnel. Là. Il va le chercher dans des vidéos, dans des livres qui parlent de discipline, peut-être même dans un contexte militaire, je sais pas, peut-être que
Certains sont rentrés dans les corps armés pour se forger. Et donc il va chercher chez des types qui lui disent arrête de te plaindre, va à la salle, gagne de l'argent, respecte-toi, ne cours pas après celle qui te méprise. Et quelque part là-dedans, il y a quand même une part de vérité, et c'est pour ça que ça fonctionne, puisque si les discours étaient purement que ridicules, ils ne toucheraient personne, ou du moins pas grand monde. Mais là, ça fonctionne, et il y a du monde qui adhère. Et ça fonctionne parce que finalement, ça dit, ou du moins ces gens disent parfois quelque chose que le monde officiel ne dit plus. Parce que ce sont les seuls aujourd'hui qui disent aux garçons t'as le droit finalement de vouloir devenir fort, par exemple. Et le problème, c'est que cette parole arrive souvent mélangée à du poison. Puisque, je sais pas moi, lors d'expériences personnelles les premiers émois, peut-être dû au fait d'une mère trop présente, ça sert à rien, tout est possible, il arrive finalement dans un complexe d'Oedipe, je sais pas, il y a des trucs psychologiques là-dessus. Il peut finalement arriver avec du ressentiment vers ses idées, avec du mépris des femmes, peut-être une forme de vision caricaturale, une idée de business, et là en revanche des conneries de formation à, 500 balles pour devenir le mâle dominant, voilà, parce qu'on a des gourous qui aujourd'hui sont sur ce terrain-là, parce qu'ils savent qu'il y a un marché à prendre, et qui vendent de la virilité, comme on vend du coaching crypto-monnaie. Et donc le jeune homme qui cherchait un père, il tombe parfois sur un vendeur, et c'est assez tragique. Parce qu'encore une fois, autre question, c'est pourquoi tombe-t-il sur ce vendeur ? Parce qu'il cherchait quelque chose et que personne de légitime ne donnait cette chose qu'il cherchait. Mais encore une fois, mettre tout sur le père, c'est un petit peu facile également. Parce qu'il y a un autre point central, c'est la rencontre. Il faut arrêter de faire semblant aussi au bout d'un moment. Une grande partie de ce malaise masculin contemporain et ce pourquoi également il se dirige vers cette idée de masculinisme, etc., ça vient du marché de l'amour et du désir. Parce que on parle beaucoup de domination masculine, je ne sais quoi, mais en fait il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne dominent absolument rien. Ni leur vie, ni leur travail, ni leur solitude, ni leur désir, ni leur place dans le monde, ils sont invisibilisés. Et l'invisibilité masculine, c'est un sujet immense, puisque sur les applis de rencontre, on a beaucoup d'hommes qui découvrent la réalité brutale. Ils n'existent pas. Ils peuvent liker, ils peuvent écrire, essayer, faire des efforts, améliorer leurs photos, changer leur bio, leur description, faire de l'humour, être sincère, direct, poli, originaux. Et ils ne reçoivent rien ou presque rien. Et donc, pour une partie des hommes, les applis sont une machine à humiliation, sournoise, silencieuse. Et finalement, elles leur disent chaque jour sans un mot, tu ne vaux pas grand-chose sur le marché du désir. Et il ne faut pas sous-estimer cette violence psychologique de tout ça, parce que avant, il y avait un homme qui pouvait être moyen physiquement, mais il pouvait quand même dans son village exister, ou exister dans un travail, dans un quartier, dans une paroisse, dans un cercle d'amis, une communauté. Il pouvait être connu. Quand je dis connu, c'est pas notoriété internationale ni nationale, c'est ne serait-ce que, je sais pas moi, il peut être connu dans son village, il peut être connu... tout le monde est connu en réalité, à différentes échelles. Il peut être apprécié, et puis quelque part, même ne fait-ce que par sa présence, sa parole, son sérieux, son humour, il pouvait finalement séduire... Et aujourd'hui, il arrive souvent sur une application où tout se joue en une seconde, au travers d'une seule photo, avec une concurrence absolument absurde, avec des milliers d'autres profils. Et évidemment, dans un marché comme celui-là, les visibles prennent presque toute l'attention. Et donc c'est la logique de Pareto qui est appliquée au désir, puisqu'on a quelques hommes qui concentrent une part massive de l'intérêt, pendant que la masse, en réalité, devient invisible. Donc encore une fois, c'est pas une théorie complotiste du tout, c'est la logique même du marché numérique. Quand vous transformez la rencontre en un catalogue, vous créez mécaniquement de la hiérarchie, de la frustration, à comparaison. Et là encore,
on fait semblant de s'étonner. Et beaucoup vont me dire, oui, mais les applications, les machins, les trucs, c'est bien beau. Nous, on n'avait pas ça à l'époque et ça ne nous empêchait pas de se rencontrer. Donc, arrêtez d'être sur vos écrans, vos applis, et puis rencontrer les gens dans le réel. Je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord. Parce que je suis d'accord dans le sens où, évidemment, la rencontre dans la vraie vie est beaucoup plus sympathique que une rencontre sur un téléphone. Là, il n'y a aucun problème, mais le problème aussi, c'est que les lieux traditionnels de rencontre sont devenus eux aussi compliqués. Au travail, c'est devenu risqué. Alors évidemment, il y a eu pas mal d'abus, hein, des comportements lourdingues. Bon, évidemment, ça, il y en a toujours eu, mais personne n'aura été ne défend le harcèlement. Mais il y a dans le climat actuel beaucoup d'hommes qui se disent au travail « je ne tente rien ». Parce que trop dangereux, trop ambigu, trop de risques, et puis ça risque de foutre de la merde dans l'ambiance de travail, et puis s'il y a un problème, la personne peut même perdre son boulot, surtout dans cette ambiance, dans l'air de dénonciation à outrance, pour tout et rien en fait. Et voilà, le risque est assez immense, et même une approche qui aurait pu être à l'époque vue comme maladroite est aujourd'hui interprétée comme un problème. Donc au travail, c'est compliqué. Dans la rue, même chose, c'est très compliqué, puisque c'est assez suspect. Il y a une forme d'idée d'intrusion, d'agressivité, même lorsque c'est poli. Là, évidemment, il y a encore des comportements insupportables, hein. Des types qui sont incapables de comprendre le non, mais bon, globalement, le résultat global de toute cette ambiance, c'est que même un homme normal, prudent, qui est un peu timide, il se dit je vais pas aller parce que je vais passer pour prédateur, quoi, ou voilà, parce qu'il a pas envie non plus de subir l'étiquette de ceux qui se comportent mal, donc il n'y va pas. Donc au travail, dans la rue, c'est compliqué. Même dans les lieux de rencontre style bar, c'est devenu compliqué, c'est même ambigu, puisque le bar, c'était justement un lieu de rencontre où les gens se relâchaient. Voilà, il y avait de la conversation, du hasard. Mais aujourd'hui, le fait d'y avoir de l'alcool, il y a la question du consentement qui devient centrale. Évidemment, parfois à raison, hein, mais là aussi, avec un tel climat de suspicion, beaucoup ne préfèrent ne rien faire. Parce qu'il suffit que voilà, les deux soient un peu alcoolisés, qu'il se passe quelque chose. Dans cette ambiance là aussi de dénonciation et de rétropédalage, dont certaines le font par intérêt, il peut se retrouver en porte-à-faux et accusé de je ne sais trop quoi. Voilà, donc il ne va même pas tenter d'y aller. Donc au travail c'est risqué, dans la rue c'est suspect, au bar c'est ambigu, et sur les applis c'est humiliant. Et après on dit aux hommes, mais pourquoi vous êtes seuls, pourquoi vous êtes frustrés, pourquoi vous vous réfugiez dans des discours masculins agressifs? J'ai envie de dire, mais en même temps, qu'est-ce qui pouvait se passer d'autre? On a transformé la séduction en champ de mine. Et après, on s'étonne que certains préfèrent se retirer. Et en se retirant, ça crée de la frustration, beaucoup de solitude, qui fait qu'en plus de se retirer, ils finissent par être extrêmement durs, mais surtout envers eux-mêmes, en fait. Et peut-être même certains se radicaliser de différentes manières. Par le mépris, par la violence, par... je sais pas. Et aujourd'hui, il y a cette ambiguïté qui fait que on demande quand même à l'homme d'être entreprenant, mais en même temps, pas trop insistant. Désirant, mais pas trop. Viril, mais pas trop. Viril, mais déconstruit. Protecteur, mais pas trop. Parce que si c'est trop protecteur, c'est pas bon. Mais il faut qu'il soit dominant aussi, mais pas trop. Parce que s'il est trop dominant, c'est pas bon non plus. Confiant, mais pas trop arrogant. Faut qu'il soit stable, mais qu'il soit assez excitant. Faut qu'il soit sensible, mais attention, pas faible.
Faut qu'il soit présent, mais pas qu'il soit en demande. Direct, mais pas intrusif. Et là-dedans, plus personne n'y comprend rien. Et donc, plus ils sont seuls, plus ils cherchent une explication rationnelle. Et souvent, l'explication est assez simple. Ou du moins, ils cherchent une explication simple. Et donc, ça passe par ces discours qui disent que le problème, ce sont les femmes, le féminisme, l'hypergamie, la société moderne, les hommes faibles. On a cette rivalité entre les hommes simp, cuck. On a quoi d'autre? On a Tchad, on a Alpha, Oméga. Il y a plein de... et puis cette idée de gynocratie, les applis... oui, tout ça était absolument prévisible dans le sens où, quand on regarde avec lucidité le chemin que l'on a souhaité prendre, si vous vous dirigez vers Paris, ne vous étonnez pas de tomber à Paris. C'est une logique pure. Il faut quand même être honnête, le masculinisme voit certaines choses que le discours officiel refuse de voir quand même. C'est pas que mauvais. Je veux dire, prendre uniquement la partie radicale pour en faire une généralité, c'est faible et c'est petit comme manière de faire. Puisque dans le masculinisme, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit à découvert la souffrance masculine. On voit la douleur de beaucoup de pères post-divorce qui sont absolument détruits. On voit que la justice familiale peut être vécue comme déséquilibrée, que énormément de garçons décrochent, que beaucoup d'hommes sont seuls, que le marché du désir, surtout numérique, mais même dans la vraie vie, est assez cruel, que le féminisme institutionnel traite souvent les hommes comme un problème, que la virilité est pathologisée et que le père manque. Voilà. Et ensuite, ça peut facilement ensuite déraper parce qu'il prend des blessures réelles et peut les transformer en ressentiment global. Et donc, là, le problème, c'est qu'on peut vite quitter une forme d'analyse vers une idéologie. Et c'est là que certaines branches du masculinisme peuvent se référer à certaines branches du féminisme, puisque c'est les deux faces d'une même pièce, finalement, puisque le féminisme radical dit que l'homme est l'oppresseur, et le masculinisme radical dit que la femme est une manipulatrice. Entre autres, par exemple. Donc c'est une dualité le féminisme radical et le masculinisme radical sont frères et sœurs, quoi, en gros. Ou cousins, voilà. Et dans les deux cas, on essentialise, on transforme l'autre en bloc hostile. Il y a cette idée de refuser toute idée de complexité, on va au plus simple, et cette idée de fabriquer une guerre entre les deux parties. Et finalement, cette idée de guerre est peut-être l'une des plus grandes catastrophes de notre époque, parce que ça détruit le lieu même où les deux devraient se retrouver, au travers de la transmission, de la confiance, du couple, de la famille. Mais il faut aussi comprendre que cette guerre profite à beaucoup de monde, et quand on connaît plus ou moins l'histoire moderne, on se rend compte que cette guerre a été voulue. Et on a fait en sorte qu'elle existe. Et c'est pour cette raison que je vous renvoie sur une de mes vidéos qui s'intitule « Féminisme, comment les élites ont détruit la famille », je crois que c'est ça, dans lequel j'explique justement le rôle des Rockefeller quant à la manière qu'ils ont eu de financer toutes les associations féministes et de pousser le féminisme totalement, en mettant au travail les femmes pour leur permettre de taxer doublement le foyer, pour faire en sorte que les enfants ne puissent plus être élevés par leurs parents, mais par l'État. Voilà. Dans une forme de manipulation, de destruction. Et elle profite notamment cette guerre aux plateformes de rencontres,
puisque des célibataires frustrés, ils reviennent sans cesse chercher une validation qu'ils n'obtiennent jamais vraiment. C'est un peu ça qui est dommage. On propose même des formules payantes. Même un petit retour, c'est-à-dire que si vous swipez machin sur une nana que vous avez liké, et que vous swipez de l'autre côté, on vous envoie un message pour dire « Ah, vous êtes passé à côté !» Et vous vous dites « Ah, c'est mon 4e like de l'année, j'ai peut-être loupé un coche, quoi. » Donc vous avez possibilité de revenir en arrière, et pour revenir en arrière, il faut payer. Il y a cette forme de tout de suite de marchandisation de la frustration qui, moralement, je trouve ça absolument déplorable. Et il y a des formules premium, il y a des trucs, voilà. Donc on joue là-dessus, sur cette frustration, et on se rend compte que plus il y a de frustration, plus on revient finalement quand même en se disant bon, peut-être que cette fois-ci. Et il y a également toute l'industrie du film pour adultes, parce qu'un homme seul qui est frustré et sans relation, il devient le client idéal de ce genre de contenu. Ça profite aussi tous les coachs en séduction, les gourous, ceux qui vendent des formations. Ça profite même à certains médias, parce que beaucoup de médias ont besoin de faire peur, ont besoin de panique morale pour exister. Donc là, on a vu depuis une semaine là, tous les articles. Oui, mon fils se pose des questions sur la virilité, dois-je m'inquiéter? La montée grandissante des mouvements extrémistes masculins, voilà. Et surtout, elle profite à l'État aussi, parce que plus les familles sont faibles, plus les individus dépendent de l'institution. Et là-dedans, il y a un angle politique majeur. La famille est une puissance concurrente à l'État, parce qu'elle transmet, elle protège, elle éduque, elle aide, elle sanctionne, elle donne une identité, une mémoire, une loyauté. C'est une petite PME, quelque part une petite souveraineté. Et l'État moderne, il n'aime pas les petites souverainetés, il préfère les individus isolés. Et oui, parce que un homme seul, il dépend plus facilement du marché, de l'administration, du divertissement. Et c'est là qu'on peut réutiliser cette célèbre phrase « Donnez-leur du pain et des jeux ». Et peut-être même de l'écran, dans cette idée de société moderne, et même du médicament. Parce que, mine de rien, on est aussi le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Il faut se demander pourquoi. Et à contrario, une femme, elle dépend plus facilement de tout ce qui se réfère à l'état social, à l'école, aux aides, à l'état-providence, au droit familial, la bureaucratie protectrice. Et là, pareil, un enfant sans père, même l'enfant dépend plus facilement de l'État et de l'institution, au travers de l'ASE, des foyers, des demandes d'adoption. Il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur tout ce qui est au niveau de l'ASE, les foyers, les machins, parce que pareil, il y a énormément de choses à dire sur la crapulerie de tout ça. À l'époque, il y avait la DAS, tout ça, enfin, des trucs vraiment puants et horribles que j'aimerais évoquer. Et donc voilà, c'est pas à chaque fois toujours un espèce de complot. Voilà, non, quand on met les lunettes de la lucidité, c'est absolument logique, et c'est même une logique. Parce que quand les liens naturels y reculent, on a un avancement de ce que j'appelle les structures artificielles. Quand le père recule, l'État avance. Quand la famille recule, c'est l'administration qui avance. Quand la transmission recule, on a affaire à toutes sortes d'idéologies, n'importe laquelle. Ça peut être le féminisme, le wokisme, le masculinisme, j'en sais rien moi, l'écologisme qui avance. Et quand le couple recule, là on a cette idée donc de logique marchande qui avance. Et dans ce monde-là, finalement les hommes et les femmes se retrouvent face à face comme deux concurrents, au lieu d'être côte à côte, comme deux alliés. Et donc on a ce féminisme institutionnel qui a prétendu libérer les femmes du foyer, mais il les a souvent livrés à l'entreprise, à l'État, à la solitude. Et en même temps, il a prétendu libérer les hommes de la domination patriarcale. Mais il les a souvent privés de rôle, de dignité, de transmission,
tout en disant qu'il a libéré les enfants des vieux schémas familiaux, vieillots, patriarcat, machin. Mais en fait, le résultat, c'est qu'il a souvent livré les enfants aux écrans, aux psychologues qui sont devenus les curés laïcs des villes, puisque le psychologue, c'est l'équivalent du confessionnal, on va pas se mentir. Donc le psychologue est pour moi un curé laïque des villes. L'enfant est livré au programme scolaire. Et de toute façon, dans une vie familiale où on dort, on va au boulot, on emmène les enfants à l'école, l'enfant est à l'école, les parents sont au boulot, on vient les chercher à 4h30, on rentre, on est déjà fatigué du boulot, on leur donne le petit déjeuner, à 17h30, il fait les devoirs, on l'aide un petit peu pour les devoirs, en même temps on fait à manger, on mange et il va au lit à 8h. À quel moment voyez-vous vos enfants ? Vous les voyez jamais, vos gosses ? Vous les voyez jamais ? Vous les réveillez le matin, vous les emmenez à l'école, mais est-ce qu'on les voit ? Non. On va les chercher à l'école, on fait les devoirs avec eux, on mange, puis au lit, puis c'est tout. Donc, on a cette idée que l'enfant est quelque part, en plus d'être quelque part livré à lui-même, il est livré à l'institution. Et à force de vouloir déconstruire, on a oublié de construire. Et quand il n'y a plus de construction, il reste quoi ? Il reste des individus qui sont libres en théorie, mais en pratique qui sont seuls, qui sont autonomes mais dépendants en pratique, et qui sont en théorie émancipés, mais qui en pratique sont perdus. Voilà. L'homme moderne, il est libre, paraît-il, mais il est libre... il est libre de quoi ? De matcher des gens sur les applications de rencontres dans le vide, de consommer, il est libre de consommer des films pour adultes, il est libre de payer son loyer seul, il est libre d'être invisible, il est libre de se faire expliquer que c'est un privilégié alors qu'il ne possède absolument rien, et libre de se taire quand il souffre parce que sa souffrance n'est pas dans les catégories morales autorisées. Et parmi tout ça, je pense que le plus horrible c'est ça, on lui dit qu'il doit communiquer, que l'homme moderne doit pleurer devant les autres, ne pas être un homme viril, il faut se déconstruire. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est en théorie, dire qu'il faut parler, dire quand ça va pas, ne pas cacher ses émotions, machin, mais en théorie, se moquer de lui et l'invisibiliser quand il souffre, quoi. Parce que, c'est ça, sa souffrance ne rentre pas dans les catégories morales autorisées. Quand ça m'arrive plusieurs reprises sur des posts sur les violences conjugales, j'aime de temps en temps rappeler également que c'est dans les deux cas. Et je me fais souvent vilipender par le genre d'en face, en général, qui me disent oui mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas autant, donc c'est pire pour nous. J'ai envie d'arrêter en fait de hiérarchiser les souffrances. On ne hiérarchise pas les souffrances. Il y a cette idée aussi qui me débecte, c'est cette victimisation à chaque fois à outrance de qui sera la meilleure victime. On a ça pour tout, pour le racisme, le LGBTisme, le féminisme, tout le monde est victime de tout, et je trouve ça absolument insupportable, quoi. Au lieu de se dire, il faut que je montre au monde qu'ils ont tort, machin, je sais pas quoi, c'est tout de suite se poser en victime et chialer, et ça aussi, ça me débecte, et hiérarchiser les souffrances, je crois que c'est la chose la plus ignoble que j'ai pu voir ces dernières années, quoi. Et puis cette idée d'ambiguïté, encore une fois, parce que je suis même persuadé que c'est cette personne et ces personnes qui me disent oui mais non, mais nous c'est pire, il y en a plus, machin, je sais pas quoi, et qui invisibilisent au travers de ce discours en disant que finalement les 3-4 Pékins qui se font taper dessus, ils ont peut-être cherché, puis de toute façon ils sont 3-4 donc ça compte pas, machin. Je suis sûr que ce sont des gens qui, pour se donner bonne conscience aussi, passent leur journée
à répéter et dire qu'il faut justement que les hommes parlent quand ça va pas, communiquent, machin. Et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est toujours cette ambiguïté féminine du double discours, de la conjoncture et du oui et du non en même temps, du A et du B. C'est-à-dire que en théorie on veut ça et en pratique on le veut pas, quoi. Et ça, pareil, c'est juste insupportable. Donc voilà, donc il y a tout ça finalement qui nourrit le masculinisme finalement, puisque certains hommes ont le sentiment d'être à la fois accusés et en même temps abandonnés. On leur dit qu'ils dominent le monde, alors que beaucoup finalement ne dominent même pas leur propre existence. On leur dit que c'est des privilégiés, alors qu'en majorité ils sont quand même seuls, précaires. La majorité des gens en prison sont des hommes, la majorité des gens dans la rue sont des hommes, la majorité des suicides sont des hommes, la majorité des gens qui meurent dans les crimes, dans tout ce que vous voulez, sont des hommes, dans les meurtres, les assassinats, les machins, ce sont des hommes. La plupart des gens qui meurent à la guerre sont des hommes. Et on leur dit qu'ils sont privilégiés, alors qu'ils sont seuls, précaires, invisibles, avec un manque d'affection énorme, sans reconnaissance, et en général sans horizon. Et quand ils osent dire qu'ils souffrent, eh ben on leur dit voilà, qu'ils se plaignent trop, qu'ils doivent se déconstruire, qu'ils doivent écouter les femmes, prendre conscience de leurs privilèges. Sauf que de goutte en goutte, le vase finit par déborder, et puis la coupe déborde, et c'est pour ça qu'il ne faut pas traiter le masculinisme comme une idée de folie morale. Ce serait trop facile, et ça risque encore d'être pire derrière. Alors là encore, je vais me justifier, oui, il y a des discours dits masculinistes qui sont grotesques. Les types avec qui font un peu les malins, les gros durs, avec une bague en toc, une Lamborghini qui a été louée, un micro de podcast, oui, évidemment, c'est grotesque. Mais une société intelligente, elle s'arrête pas à ça, elle se pose des questions. Et la question que j'ai posée au début, c'était pourquoi ce discours séduit-il ? Et la réponse, je trouve, est plutôt simple, c'est parce que le discours officiel est incapable de leur parler. Il ne sait leur parler que pour les accuser, les déconstruire, les rééduquer, les corriger, mais il ne sait pas leur dire vous êtes nécessaires, et en quoi vous l'êtes, et ce par quoi vous devrez passer pour l'être et le devenir. Et c'est pour ça que la majorité de ce que les hommes veulent entendre, c'est ça. Pas qu'ils sont supérieurs, ou qu'ils doivent dominer, ou une brutalité primitive, ou revenir à un tribalisme, ou je sais pas quoi, mais dire qu'ils sont nécessaires. Il faut qu'ils comprennent qu'ils soient nécessaires comme père, comme protecteur, comme travailleur, comme bâtisseur, comme époux, comme frère, comme homme. Et un homme qui se sent pas nécessaire, il finit par s'effondrer, ou se durcir, ou même pire. Et finalement, cette idée de masculinisme, c'est finalement une tentative maladroite de se durcir, de se forger pour ne pas s'effondrer, finalement. Et c'est là qu'il est important de distinguer deux choses qui pour moi sont absolument primordiales, parce qu'on fait une généralité de tout. Il y a d'un côté une recherche que je trouve absolument légitime et importante, qui est la recherche du masculin. Et de l'autre côté, il y a le ressentiment masculiniste. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la recherche légitime du masculin, c'est du point de vue philosophique, intellectuel, d'émancipation de soi, de structure de soi. Ça peut passer par le spirituel, ça peut passer par le développement de soi. Voilà, c'est un homme qui veut devenir plus solide, discipliné, responsable, fort, stable, digne. Voilà, c'est quelqu'un qui veut travailler, qui veut protéger, qui veut fonder une famille, qui veut apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses émotions, son désir, sa colère. Et ça n'a rien de toxique, c'est même probablement, je pense, ce dont beaucoup d'hommes ont besoin actuellement, et qui n'ont plus. Alors que le ressentiment masculiniste, c'est autre chose. C'est quand une blessure, finalement, devient une doctrine,
quand l'échec amoureux devient une vision du monde, c'est la façon de voir la femme comme l'ennemi, comme une forme de théâtralisation de la virilité, de sa propre virilité qui finit par devenir grotesque, absolument. Il y a une forme de mépris, de narcissisme, de cynisme, et donc là on n'est plus du tout dans une reconstruction, c'est une prison. Et le but c'est pas de devenir un homme contre les femmes, le but c'est de devenir un homme malgré le chaos. Et c'est pas la même chose. Et je pense qu'il y a une phrase qu'on devrait dire à beaucoup de jeunes hommes, au lieu de leur vendre des formations de séduction à 400 balles et comment devenir riche et s'acheter une Lamborghini, je pense que les phrases qu'on devrait dire à ces jeunes hommes en construction, c'est « Tu n'as pas besoin de haïr les femmes pour cesser de te mépriser. Tu n'as pas besoin de devenir brutal pour devenir fort. Tu n'as pas besoin de jouer au dominant pour devenir respectable. Et tu n'as pas besoin d'un gourou pour retrouver ta colonne vertébrale. Ou trouver une colonne vertébrale. Tu as besoin d'une discipline, d'un métier, d'amis solides, d'un horizon, d'un rapport sain au désir. Tu as besoin d'un père, qui soit réel ou même symbolique, hein, ça fonctionne. Voilà ce qu'on devrait leur dire à ces jeunes hommes. Et c'est là que notre époque a failli, parce que elle n'a pas donné de père symbolique, elle a donné des influenceurs, des applications, des contenus, des algorithmes, du coaching. Et maintenant, elle panique devant ce qu'elle a elle-même produit. Et le plus ironique, c'est que le masculinisme est en partie le fils illégitime du féminisme qu'il prétend combattre. Parce qu'il fonctionne de la même manière. Il fait de l'identité sexuelle une politique totale. C'est-à-dire qu'il explique aux hommes qu'ils doivent se penser d'abord comme hommes blessés, exactement comme certains féministes expliquent aux femmes qu'elles doivent se penser d'abord comme femmes opprimées. Et il transforme l'existence en rapport de force permanent. La méfiance, la fabrication de catégories, les slogans et la vente d'explications uniques à des problèmes complexes. Et donc finalement, comme je l'ai dit, le masculinisme radical et le féminisme radical sont finalement deux faces de la même pièce. On a deux idéologies de l'échec du lien, où le féminisme radical dit à la femme « méfie-toi de l'homme », et le masculinisme radical qui dit à l'homme « méfie-toi de la femme ». Et en fait, pendant ce temps, plus personne n'apprend à réellement aimer, parce que aimer demande du risque, et ça demande de la confiance, de la vulnérabilité, et puis quelque part même une forme de courage. Et notre époque, elle n'aime pas le courage, elle aime le contrôle. Elle veut des contrats, des procédures, des chartes, des garanties, des consentements verbalisés, des cadres, des applications, des sécurités. Et l'amour, malheureusement, il ne fonctionne pas comme une administration. La rencontre humaine suppose une part de trouble, de maladresse, d'élan, d'incertitude, de mystère même. Et quand on veut tout sécuriser, on assèche le tout. Et donc on prétend protéger les individus, mais on finit par rendre la rencontre finalement presque impossible. Et après avoir fait tout ça, la question c'est que faire ? Je dirais certainement pas faire ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire répondre à cette idéologie par une nouvelle morale punitive qui est en train d'être mise en place là. Je pense pas qu'en leur disant « taisez-vous, vous êtes dangereux, vos questions sont suspectes et votre malaise est réactionnaire », que ça ira mieux. Je pense que c'est exactement ce qui les poussera à aller encore plus loin. Et je pense que c'est fait exprès, encore une fois. Le but est véritablement de faire en sorte que les gens ne se rencontrent plus du tout dans cette souci de démographie, entre autres, et de docilité, pour rendre les gens méfiants des uns et des autres. Et à partir du moment où vous rendez tout le monde méfiant les uns et les autres, qui a plus de facilité à les utiliser comme des marionnettes ? L'État. Donc, en réalité, ce qu'il faut leur proposer, c'est quelque chose de mieux. Il faut leur proposer une vraie pensée de l'homme, une pensée de la responsabilité,
de la maîtrise de soi, de la transmission, de la paternité, du courage, de l'honneur, du travail, de la protection, de la liberté intérieure, parce que on a tendance comment dirais-je, à dire finalement que le contraire de l'homme déconstruit, c'est l'homme brutal. Et que c'est pour ça qu'on doit le déconstruire, parce qu'il est brutal par nature. C'est faux, le contraire de l'homme déconstruit, c'est l'homme construit, c'est ça la vraie réponse. L'homme construit, il méprise pas les femmes, il n'a pas besoin de prouver sa force toutes les 5 minutes, il n'a pas besoin de transformer chaque relation en rapport de domination, et puis il n'a pas besoin de se vendre comme le mâle supérieur, pas du tout. Il est là, il tient, il assume, il protège ceux qu'il aime, et surtout il demande à personne la permission d'exister. Et c'est peut-être ça finalement qui manque le plus aujourd'hui, ce sont des hommes qui ne demandent pas pardon à être des hommes, mais qui ne transforment pas non plus leur masculinité en ressentiment. Et donc c'était prévisible, puisque quand vous passez 50 ans à expliquer aux hommes qu'ils sont le problème, ne soyez pas surpris qu'ils cherchent des discours qui leur disent qu'ils sont la solution. Quand vous ridiculisez les pères, ne soyez pas surpris que les fils cherchent des faux pères sur Internet. Quand vous transformez la séduction en zone de risque permanent, en champ de mine, ne soyez pas surpris que les hommes deviennent méfiants, cyniques, méprisants ou absents totalement du jeu. Et qui préfèrent finalement la solitude et l'onanisme, entre autres, à une vraie relation. Quand vous remplacez la famille par l'État, le couple par le marché, la rencontre par l'algorithme, la transmission par le contenu, là aussi ne soyez pas surpris que les individus deviennent instables. Et quand vous féminisez les hommes et masculinisez les femmes, ne soyez pas surpris que plus personne ne sache exactement où se tenir. D'où cette idée, encore une fois, de transhumanisme LGBT à outrance aujourd'hui, où on entre dans cette nouvelle matrice où, comme on ne trouve pas sa place en tant qu'homme dans un corps d'homme et une femme dans un corps de femme, on change de sexe en pensant que changer de sexe changera le problème. Mais le problème, il n'est pas biologique, le problème. Le problème, ce sont les cases dans lesquelles on nous a foutus. Et le problème, ce sont ceux qui décident de tout ça, qui veulent cette guéguerre, qui veulent que les gens ne se rencontrent plus. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas l'identité propre de l'individu. C'est une connerie, ça. Et bizarrement, ceux qui financent, qui parlent, encore une fois, de cette transformation biologique sont les mêmes qui étaient derrière cette idée d'émancipation féminine, ce sont les mêmes qui sont derrière toutes les idées de féminisme radical. On retrouve toujours les mêmes là-haut qui financent et qui sont finalement les mentors de tous ces trucs-là. Et ça va être une catastrophe, encore une fois, monumentale. Et tout est fait pour prendre du pognon, voilà. En attendant, il y a vraiment des gens qui souffrent, quoi. Donc, voilà, quand vous féminisez les hommes et masculinisez les femmes, voilà, personne ne sait où est sa place. Il n'y a pas de miracle anthropologique, puisque une société qui nie finalement les structures profondes de l'être humain est finie, n'a pas à les retrouver sous une forme pathologique. Et quelque part, cette idée de masculinisme, c'est ça, c'est pas une solution, c'est un thermomètre, quoi. Le masculinisme est finalement un indicateur. C'est un indicateur. Et une société qui insulte l'indicateur et le thermomètre pour ne pas voir la réalité de la fièvre, c'est une société malade, malade de son propre mensonge. Donc le vrai sujet, c'est pas mon fils devient machin, dois-je m'inquiéter et comment faire taire les jeunes hommes, c'est pourquoi n'ont-ils plus personne à écouter? Pourquoi un adolescent doit aller sur YouTube ou TikTok pour entendre parler de discipline, de respect de soi, de maîtrise, de paternité? Pourquoi l'école ne lui transmet rien de ça? Pourquoi le père est absent et neutralisé? Pourquoi la culture populaire lui propose des hommes ridicules, mous, lâches, grotesques, violents? Je me souviens encore d'une époque où, bon là c'était aussi grotesque, mais dans l'autre sens, on avait dans les années 80 tout un symbole de virilité américaine avec les Stallone, les Bruce Willis, les machins, les trucs. Aujourd'hui, quand on regarde les films
actuellement, bon, on n'a plus ça, quoi. Et même ne serait-ce qu'une forme de virilité à la française. Les Jean Gabin, les Belmondo, les Ventura, il n'y avait pas de... C'était absolument pas grotesque, il n'y avait pas aucune vulgarité, aucun sens du grotesque, rien du tout. Et c'était une forme de virilité. Aujourd'hui, où sont les Belmondo, les Delon à leur manière, les Ventura, les Gabin, il n'y en a plus du tout, quoi. Donc même dans la culture populaire, ils sont ridiculisés ou même invisibilisés. Et la question, c'est aussi pourquoi la société ne sait-elle pas parler aux garçons autre que pour les corriger. C'est ça les vraies questions. Et tant qu'on répondra pas à toutes ces questions, le masculinisme, il continuera de la même manière que le féminisme à prospérer dans leur radicalité. Parce qu'ils occupent une place vide. Ils occupent la place du père, la place de la transmission, de la communauté, l'initiation, de la parole d'adulte. Et tant que cette place restera vide, elle sera occupée par les plus bruyants, les plus cyniques, les plus violents, les plus caricaturaux, les plus commerciaux. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ce sujet au sérieux. Parce que ça permet de comprendre ce qu'il révèle. Et il révèle finalement une société sans père. Une société où les femmes ont été poussées à devenir des hommes sociaux, où les hommes ont été poussés à devenir des femmes psychologiques, où les enfants ont été élevés dans la confusion, où la rencontre est devenue un marché, où la famille est devenue fragile, où l'État et les plateformes ont remplacé les liens naturels. Et dans ce monde-là, cette colère masculine, c'est pas une surprise, c'est le retour logique de ce qui a été refoulé. Donc la vraie lucidité consiste à dire le masculinisme n'est pas l'avenir de l'homme. Je vais le rappeler parce que c'est important pour moi, je trouve, de le rappeler pour conclure, évidemment. Je vais répéter cette phrase. La lucidité qu'il faut, ou du moins ce qu'il faut retenir de tout ça au travers d'une vision lucide, et que je mettrai dans une phrase, alors je sais plus trop comment je l'avais tournée, mais le masculinisme n'est pas l'avenir de l'homme. C'est un indicateur, un thermomètre, un verdict d'une époque qui a cessé de lui donner une place à l'homme. Et donc si on veut éviter que les hommes se perdent dans une forme de haine, de cynisme, même d'une brutalité liée à toutes sortes de frustrations, il faut arrêter de leur demander d'être moins hommes. Ça n'a aucun sens. Il faut leur apprendre à l'être mieux. Et non pas leur dire qu'il faut qu'ils se déconstruisent, mais qu'ils se construisent, justement. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et là, pour le coup, quand je vois, même à l'heure actuelle, la difficulté que j'ai moi-même en tant qu'homme, une fin de vingtaine d'années, début trentaine, dont tout ce que je vous ai raconté, que ce soit dans la quête d'une forme de spiritualité, de connexion à soi, au monde, aux autres, dans les relations homme-femme, je remarque moi-même cette difficulté à l'heure actuelle, et évidemment je ne suis absolument pas le seul, évidemment je ne me pose absolument pas en masculiniste, ce que je ne suis absolument pas non plus, mais je comprends ces différents types de personnes, ces différents types d'hommes qui se posent énormément de questions, qui se demandent quelle est leur place, comment la trouver, chercher leur identité propre, psychologique, philosophique, peut-être même spirituelle, et qui galèrent là aussi à trouver un miroir en face pour construire ne serait-ce une famille. Et là aussi, c'est très compliqué, parce que pour quelqu'un qui veut absolument des enfants et fonder une famille, et qui a foncièrement du mal
à déjà ne serait-ce que faire des rencontres. Ça rajoute évidemment encore plus de la frustration, puisque il y a le temps qui passe, et le temps qui passe est irrattrapable. Donc ça génère là aussi de la frustration, cette forme de chronophobie, du désir louable et légitime du couple, de la fondation de famille, et qui voit finalement au fil des années et au fur et à mesure que plus ça avance, plus ils se rendent compte que c'est de plus en plus compliqué, et surtout qu'il y a peut-être même potentiellement une fenêtre de tir dans laquelle il se dit qu'il jamais il ne pourra assouvir ça. Parce que plus ça va continuer, plus ça va empirer. Donc si c'est pas maintenant, il peut se demander si c'est pas déjà un peu trop tard par rapport à plus tard. Et donc toutes ces questions que je me suis posées, que je me pose, même pour certaines encore actuellement, je peux comprendre évidemment cette lancée finalement de questionnement de différents hommes, et c'est pour cette raison aussi qu'il y a une part de moi qui voulait faire cette vidéo, ce podcast pour débunker, comme on dit aujourd'hui, tout ce qui entoure cette idée de masculinisme dangereux, etc. J'ai essayé de comprendre les mécanismes, comprendre qui vraiment avait les mains derrière, et je me suis dit, il faut absolument en parler, parce que ma lucidité fait que je pense pouvoir faire passer quelques messages, et c'est pour cette raison que cette chaîne est présente et est ouverte depuis plusieurs mois maintenant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu, vous en aurez peut-être appris davantage, ou vous aurez peut-être une vision différente maintenant. Évidemment, l'idée n'est pas d'adhérer, hein. Je suis pas un gourou qui vend des formations et qui va vous faire croire plein de choses. Moi, j'essaye de voir la situation de la façon la plus lucide possible. Et j'espère y arriver, et puis surtout j'espère du moins que effectivement cette volonté de lucidité au travers des vidéos est bien, est bonne, et se fait ressentir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau podcast. Bonne soirée.